Bonjour, vous êtes installateur photovoltaïque, vous êtes artisan, électricien ou dans les métiers de la couverture et vous souhaitez développer une activité liée au photovoltaïque. Vous êtes exploitant d'une installation photovoltaïque ou alors préventeur. Bienvenue à ce webinaire consacré à la prévention des risques professionnels dédié à la pose et à la maintenance photovoltaïque. Je m'appelle Gérard Fleury, je suis chargé de projet au département ingénierie des équipements de travail de l'INRS et j'ai élaboré ce webinaire en fonction des nombreuses questions que vous avez posées lors de votre inscription. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour ces questions et pour votre inscription. Vous avez la possibilité de télécharger la présentation via l'interface GoToWebinar. Le webinaire est organisé de la façon suivante. Tout d'abord, dans une introduction, je rappellerai des éléments de contexte sur le photovoltaïque, les types d'installations, les évolutions, les métiers, et je ferai également un rappel sur la démarche de prévention. Ensuite, dans une deuxième partie, j'énumérerai les principaux risques professionnels auxquels sont exposées les personnes qui posent et font de la maintenance photovoltaïque, risque chute de hauteur, risque électrique, risque lié à la manutention manuelle des modules, risque lié à une activité extérieure et autres. Je finirai par conclure et faire une synthèse du webinaire. Alors, tout d'abord, en introduction, le photovoltaïque. Il existe différentes familles de photovoltaïque. On distingue les installations raccordées au réseau de celles qui n'y sont pas. À gauche, vous avez une photo d'un chalet qui est en site isolé, qui est en montagne avec des panneaux photovoltaïques. Et cette installation-là n'est pas raccordée au réseau. À droite, vous avez les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau. En tous les cas, ces installations raccordées au réseau, on peut aussi les catégoriser en fonction de l'utilisation qui est faite de l'électricité. Vous avez des installations dites en injection totale, où la totalité de l'électricité produite va être injectée sur le réseau et revendue à un fournisseur. Et puis vous avez aussi des installations photovoltaïques en injection partielle, où une partie de la production d'électricité va être autoconsommée sur place par l'exploitant et le surplus d'électricité éventuellement réinjecté sur le réseau. Pour chacune de ces sous-familles, on distingue aussi des installations avec ou sans stockage, donc avec stockage, c'est-à-dire avec des batteries, pour simplifier. Alors, quand on regarde les chiffres publiés par Enedis en termes de nombre d'installations raccordées au réseau, ce diagramme montre l'évolution de ce nombre en fonction des dernières années. On voit qu'au troisième trimestre 2024, on a dépassé le million d'installations raccordées au réseau. Donc c'est un nombre très conséquent, très important. Et puis quand on regarde avec... Déjà, excusez-moi, ce qu'on voit, c'est que par rapport à 2021, ça a multiplié par 2. En 4 ans, on a multiplié par 2 ce nombre d'installations. Ensuite, sur ce million d'installations, il y en a environ 95%, donc la très très grande majorité, qui sont dites de petite puissance, de petite production. Ce sont des installations, en fait, dont la puissance est inférieure à 36 kW crête. Donc, majoritairement, des installations de petite puissance. Et puis, autre constat, quand on regarde, on a moins de 1% de ces installations qui sont équipées avec des batteries, avec des dispositifs de stockage. Voilà. Tout ça pour dire que ce webinaire, on va se concentrer plus particulièrement sur les petites installations jusqu'à 36 kW crête, raccordées au réseau et sans batterie. Alors, quand on regarde un peu la répartition sur le territoire français, des installations photovoltaïques. Alors, en 2024, on a environ 22 gigawatts qui sont installés. Et vous avez ici une carte qui représente en fait cette répartition sur l'ensemble du territoire. Alors, on voit là où le gisement solaire est un peu plus favorable, dans le sud de la France, on a un peu plus d'installations. C'est essentiellement en fait des grandes installations au sol. Vous avez une photo à droite qui montre ce type de centrale. Mais grosso modo, ce que nous dit cette carte, c'est qu'aujourd'hui, on a des petites installations photovoltaïques partout en France. C'est vraiment bien réparti sur le territoire. Et donc, ça concerne l'ensemble des territoires. Alors, quand on s'intéresse aux évolutions dans les prochaines années, je vous ai dit qu'en 2024, on est à 22 gigawatts. La PPE 3, la programmation pluriannuelle de l'énergie,
envisage en fait de multiplier par 3 environ cette production d'ici 2030, donc d'ici 6 ans, et environ par 4 d'ici 2035. Donc on voit qu'on a déjà une évolution très importante qui est envisagée. Ensuite, quels sont les moteurs de cette augmentation? Alors pour le bâtiment, pour les installations donc, qui sont faites sur des bâtiments, c'est essentiellement des lois, je vais en citer 2, la loi énergie-climat 2019, mais aussi la loi d'accélération des énergies renouvelables de 2023, qui encourage en fait les investisseurs, les entreprises à réaliser ce type d'installation. Pour simplifier, en 2028, tous les bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 500 m² auront l'obligation d'être soit végétalisés, soit solarisés, bien entendu, sauf exception. Pour le cas des particuliers et du résidentiel, c'est plutôt en fait le prix de l'électricité à la hausse qui encourage les particuliers à investir en fait dans des solutions photovoltaïques. Donc à droite, vous avez une courbe, un diagramme qui montre l'évolution du nombre d'entreprises depuis ces dernières années, et alors du nombre d'entreprises qui ont la qualification RGE. Et donc, on voit qu'en 3 ans, en fait, ce nombre d'entreprises a suivi la demande et a été multiplié par 3. Voilà. Alors, ce type d'installation raccordée au réseau, on les retrouve en toiture, principalement sur des toitures pentues, et aussi sur des toitures terrasses, donc à plat. Ça concerne le résidentiel, donc des petites installations, mais aussi des bâtiments de plus grande taille qui peuvent avoir des objectifs commerciaux, industriels, tertiaires et agricoles. Donc on va essentiellement, dans le cadre de ce webinaire, se concentrer sur ce type d'installation, sachant qu'il y a aussi d'autres façons d'implanter des panneaux photovoltaïques, comme des ombrières ou des trackers qui suivent en fait le soleil au cours du temps. Alors, quand on regarde les acteurs professionnels, déjà, les installateurs ou les entreprises qui réalisent des installations photovoltaïques, elles sont variées et multiples. Ça peut être des grands groupes, ça peut être des entreprises de taille moyenne qui sont spécialisées dans le photovoltaïque, mais ça peut être aussi, et on le voit de plus en plus, des artisans, des très petites entreprises, électriciens ou de couverture, qui décident en fait de proposer l'installation photovoltaïque dans le cadre de leurs activités, de le proposer à leurs clients. Donc on voit qu'on a un panel très diversifié, et donc ce webinaire va plutôt en fait est plutôt orienté en fonction des petites entreprises ou des artisans, sachant que les grands groupes qui installent, eux, ont les ressources nécessaires pour prendre en compte en fait tout ce qui est prévention des risques professionnels. Donc ce webinaire s'adresse plus particulièrement aux entreprises d'installation de petite taille. Mais il s'adresse aussi aux exploitants. Je vous ai mis ici un peu la durée de vie en fait, d'une installation photovoltaïque. Donc grosso modo, on a une phase d'étude, une phase de pause qui dure environ 6 mois. Et ensuite, on va avoir une phase d'exploitation qui va durer au minimum 20 ans. Au minimum 20 ans, pourquoi? Parce que les matériaux, les matériels, les modules photovoltaïques, les onduleurs sont aujourd'hui garantis sur des durées de plusieurs décennies. Et donc, on a vraiment ici un temps long. Et l'exploitant va être responsable du suivi de sa production, bien entendu, et aussi de sa maintenance. Et donc, on veut s'adresser aussi aux exploitants pour leur dire, attention, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est long, et vous devez en fait prendre en compte dès le début du projet d'intégrer tous les risques qui seront liés à la maintenance. Voilà. Pour finir l'introduction, un rappel sur la démarche de prévention et sur les obligations des employeurs. Alors l'employeur a la responsabilité légale de la santé et sécurité de ses employés, et il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires de prévention pour assurer cette santé et cette sécurité. Pour l'aider, il peut s'appuyer sur une démarche de prévention qui elle-même repose sur des principes généraux de prévention. Je vous ai mis ici le lien qui renvoie vers l'article du Code du travail. Et je ne vais pas énumérer l'ensemble
des principes généraux de prévention. Le premier, c'est éviter le risque, et le deuxième, c'est évaluer les risques. L'évaluation des risques est très importante, et ça va ainsi de suite. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est pour contextualiser et se raccrocher par rapport à la problématique photovoltaïque, l'évaluation des risques et la prévention des risques, c'est avant, pendant et après la pose. Ce n'est pas uniquement la phase d'installation, la phase du chantier, mais ça doit être pris en compte dès la visite client. Dès que vous allez voir votre client, vous devez déjà évaluer les risques et avoir un premier avis sur les risques que vous allez rencontrer en fait lors de l'installation. Et bien entendu, ça doit être fait pendant la phase de devis, puisque ce chiffrage, ce coût lié à l'utilisation d'équipements de protection, par exemple des échafaudages, devra paraître dans le devis. C'est important aussi de dire aux clients et donc aux entreprises ou aux personnes qui exploitent les installations photovoltaïques, le fait qu'un installateur fasse apparaître explicitement cette ligne, ce coût dans un devis, c'est une garantie de qualité, c'est une garantie que cet installateur est quelqu'un de professionnel. La prévention, l'évaluation, c'est aussi pendant le chantier, et tout ce qui est préparation, organisation et planification du chantier, c'est très important, puisque cette nécessité de bien préparer, d'organiser et de planifier le chantier est bien connue pour tous les chantiers du BTP, et donc ça vous permettra en fait de vous documenter plus en détail en fait sur cette partie-là. Et puis c'est après la pose, et ça concerne la maintenance, puisque, comme je l'avais dit auparavant, une installation photovoltaïque, c'est plusieurs décennies, 20 ans, 30 ans, et donc il est important de prendre en compte la maintenance dès le départ. Alors, on en vient à la deuxième partie de ce webinaire avec les principaux risques professionnels. Tout d'abord, en bas, dans la slide, vous avez deux références, une vers la recommandation de la CNAM R467 et l'autre vers une brochure de l'INRS, le D137. Et donc, ce sont des documents de référence qui traitent de l'ensemble de la prévention des risques pour la pose et la maintenance photovoltaïque. Alors ensuite, parmi les différents risques que l'on va aborder aujourd'hui, je vais commencer par le risque chute de hauteur. Il y a 4 choses à retenir. La première, c'est que c'est la première cause d'accident mortel dans le BTP. La seconde, en termes d'arrêt de travail, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les arrêts de travail qui sont issus en fait d'un accident lié à une chute de hauteur sont 2 fois plus longs que la moyenne des arrêts de travail issus d'autres accidents. Troisième point, les métiers de la couverture et donc les métiers du photovoltaïque en hauteur s'approchent de ces types de métiers, sont parmi les plus impactés. Et puis quatrième point, ce n'est pas parce que vous êtes un travailleur expérimenté que vous êtes exempté de ce risque. Les statistiques montrent le contraire, que les travailleurs expérimentés, travaillant sans équipement de protection collective, sont eux aussi particulièrement touchés. Maintenant, quand on regarde plus spécifiquement par rapport au photovoltaïque, on a 4 types de typologies de chutes. Des chutes à travers la couverture, des chutes en bord de rive, des chutes en bas de pente qui sont initiées par une glissade, et puis des chutes lors des accès au chantier. Alors revenons tout d'abord sur les chutes à travers la couverture. À droite, vous avez deux photos en fait qui illustrent ce type de chute. La plupart des installations photovoltaïques sont réalisées sur des charpentes existantes. Et donc, il est primordial, dès le départ, de vérifier la capacité de la charpente, de vérifier son état de vétusté ou pas. Et ça peut se faire, alors pour les plus grandes toitures, par une étude de structure, qui va permettre d'un côté de vérifier que la charpente est bien capable de résister au surpoids apporté par les panneaux solaires, mais aussi cette étude de structure permettra éventuellement de mettre en évidence certains défauts et donc ça sera un élément de prévention par rapport à ce risque-là. Mais ça peut être aussi, ce risque peut être dû notamment à des puits de lumière. Vous avez une photo ici avec des plaques en polycarbonate qui sont des zones fragiles et qui doivent automatiquement
dès le départ, être identifié et signalisé. Deuxième type de chute, chute en bord de rive. Donc bien sûr, il peut y avoir des protections collectives, on reviendra plus tard sur ce point-là, mais la première mesure de prévention à faire, c'est de ne pas installer des panneaux photovoltaïques à proximité de la rive. C'est, si possible, c'est de maintenir une distance entre la rive et votre champ photovoltaïque pour que les personnes, les installateurs, lors de la phase de pose, n'aient pas à s'approcher de la rive. Troisième point, ce sont des chutes en bas de pente qui sont initiées par une glissade. Et donc là, je voulais revenir un peu sur les facteurs aggravants ou les facteurs qui peuvent induire en fait ce type de chute. Alors vous avez bien sûr la pente de la toiture. Plus la toiture est pentue et plus il y a un risque de glissade et donc de chute en bas de pente. Mais vous avez aussi l'état de surface de la toiture. Ça va dépendre de la nature des matériaux. Si vous avez des tuiles en béton ou des tuiles céramiques, ça ne sera pas la même granulométrie, ce ne sera pas le même frottement. Ça va dépendre aussi du niveau d'entretien. En fait, si vous avez une toiture qui est sale avec de la mousse, elle sera beaucoup plus glissante. Du niveau aussi d'humidité et aussi du type de chaussures de sécurité que vous allez porter lorsque vous irez sur le toit, sachant qu'il existe des chaussures spécifiques de type SRC avec une meilleure adhérence pour éviter en fait cette glissade. Et puis ça peut dépendre aussi de l'activité, notamment si vous portez des modules sur une toiture pentue, le risque de glissade est plus important. Et puis aussi de l'état de fatigue qui lui-même peut être induit par la chaleur et ainsi de suite. Le dernier type de chute, c'est les chutes lors des accès au chantier. On reverra par la suite comment faire pour les prévenir, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en limitant le nombre d'accès au chantier est déjà la première chose à avoir en tête pour réduire ce type de chute. Alors, comment prévenir, comment organiser la prévention, quelles mesures mettre en œuvre, et pour nous aider, il y a ce logigramme qui est issu donc d'une brochure de l'INRS, vous avez le lien en bas. Et donc, ça vous aide en fait à savoir comment commencer pour utiliser en fait des méthodes de prévention, pour utiliser des moyens de prévention. Il y a 4 choses à savoir. Première chose, supprimer le travail en hauteur. Deuxième chose, utiliser des équipements de protection permanents si techniquement ça n'a pas été possible de supprimer le travail en hauteur. Troisièmement, si techniquement impossible d'utiliser des équipements de protection collective permanents, alors d'utiliser des équipements de protection collective temporaires. Également, si jamais ce n'est pas techniquement, ce n'est pas possible, alors d'avoir recours à des EPI avec des harnais et des systèmes en fait d'ancrage. Mais comment faire pour minimiser le travail en hauteur ? Par exemple, lors de la pose, c'est tout ce qui va être possible de réaliser au sol ou de réaliser sur un équipement de travail sécurisé, c'est de le faire. Ça peut être par exemple préassembler des composants qui vont être utilisés pour la fixation des panneaux solaires. Ça peut être aussi sertir des connecteurs électriques. En termes de maintenance, la problématique de nettoyage des modules. Alors, les fabricants de modules photovoltaïques donnent des recommandations en termes de période, de fréquence de nettoyage des modules. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces préconisations, elles sont uniquement indicatives. Les modules photovoltaïques vont se salir et la façon dont ils vont se salir va beaucoup dépendre en fait de leur lieu d'implantation. Mais aussi, par exemple, de la pente de la toiture. Si vous avez des modules installés sur une toiture très pentue, la pluie va avoir un effet lavant plus important que si vous avez des panneaux photovoltaïques montés sur une toiture terrasse. Donc, il n'y a pas vraiment de règle générale. Et peut-être que la meilleure méthode pour optimiser sa fréquence de nettoyage et donc réduire le nombre de fois où on devra monter sur le toit, c'est peut-être de regarder sa production au début, la première année, et puis de regarder l'évolution de cette production au fil des années. Et tant que cette production ne varie pas, c'est que les panneaux ne sont pas sales et donc il n'y a pas lieu d'intervenir. Voilà, donc ça c'est un exemple de réflexion pour minimiser le travail en hauteur. Deuxième exemple de réflexion, c'est
éviter en fait ou réduire le nombre de fonctionnalités qu'on va apporter, qu'on va mettre sur le toit. Donc il y a certaines fonctionnalités, bien sûr, comme la conversion de l'énergie solaire en courant continu, donc ça c'est les panneaux, ils doivent être sur le toit. Mais il y a d'autres fonctionnalités, comme celle de la conversion du courant continu en courant alternatif. Ce sont des fonctionnalités qui sont réalisées par des onduleurs. Ça peut être des onduleurs de chaîne centralisés, ça peut être aussi des micro-onduleurs ou des optimiseurs. Et le fait de rajouter ces fonctionnalités sur le toit, comme par exemple un onduleur qui serait sur une toiture terrasse, ben, si c'est possible, pourquoi ne pas le mettre en fait au sol? Donc le fait de rajouter ces fonctionnalités en toiture, forcément vous rajoutez des équipements électroniques et donc forcément vous rajoutez un risque de défaillance. Ça va augmenter en fait la maintenance en hauteur. Voilà. Donc ça, c'est des pistes de réflexion que vous devez avoir dès le départ avec une réflexion commune entre l'installateur et l'exploitant. Alors, deuxième partie, on a vu minimiser le travail au sol. Maintenant, utiliser des équipements de protection collective permanents, avec l'exemple ici pour la maintenance en fait en toiture terrasse. Alors, vous avez à gauche une photo qui montre un escalier, donc pour accéder à une toiture terrasse sur laquelle il y a des panneaux solaires. Donc, cet escalier, autant le prévoir avant la phase d'installation. Il pourra être utilisé non seulement pendant la phase de maintenance pour accéder en toute sécurité aux panneaux, mais il pourra aussi être utilisé pour accéder au chantier avant la phase de pose. Deuxième point qui est à droite, c'est un document qui est appelé référentiel APSAD, qui donne des préconisations sur une toiture terrasse par rapport à des corridors de cheminement entre les différents champs photovoltaïques sur cette terrasse-là. Et c'est fait en fait pour favoriser l'accessibilité des pompiers, des secours en cas d'incendie. Eh bien, autant suivre ces recommandations-là, puisque c'est important d'avoir des cheminements, des corridors pour pouvoir accéder aux installations photovoltaïques, aux différents panneaux. Et donc, c'est un point qui va dans le bon sens aussi par rapport à la prévention. Autre exemple d'équipement de protection collective permanent, donc des garde-corps sur des toitures terrasses. Vous avez à gauche ici une photo qui montre des panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur une toiture terrasse et aucune protection. Donc typiquement, ce type d'installation est à proscrire puisque, encore une fois, 20 ans, 30 ans, c'est long, il y aura des actions de maintenance à réaliser. Et le fait de n'avoir aucune protection collective autour des panneaux, ça va forcément mettre les personnes qui vont intervenir dans des situations dangereuses. La photo de droite montre un bâtiment avec des panneaux en toiture terrasse et avec des garde-corps permanents, et ce qui est tout à fait correct. Après les équipements de protection collective, on va parler des équipements de protection collective temporaires. Donc, par exemple, les échafaudages. Donc le type d'échafaudage à utiliser, ça va dépendre bien entendu du type de bâtiment sur lesquels les panneaux vont être installés. Il n'est pas toujours possible d'installer des échafaudages, notamment dans le résidentiel, pour avoir des jardins autour ou des terrasses, qui fait que ce n'est pas toujours possible. En tous les cas, on doit essayer de le faire. On doit le faire quand c'est possible de le faire. Et on peut utiliser des échafaudages de pied ou des échafaudages roulants en fonction du type de sol et du type d'environnement dans lequel les travaux vont être exercés. Ce qui est important, c'est que la largeur de l'échafaudage puisse couvrir en fait la largeur de la zone de travail. Voilà, ça c'est un point important, de façon à sécuriser l'ensemble des travaux de pose. Et puis dernier point, comme ce sont des équipements de protection temporaires, nécessité d'avoir une formation échafaudage et aussi de vérifier journalièrement l'échafaudage pour s'assurer que d'un jour à l'autre, il n'a pas été modifié et qu'il est toujours opérant. Donc vous avez en bas à droite aussi une référence, un renvoi, un lien vers le site de l'INRS pour plus de détails par rapport à ce type d'équipement. Deuxième type d'équipement de protection collectif temporaire, les garde-corps. Donc là aussi, on peut les utiliser
Ce qui est important à savoir pour ce type de garde-corps, c'est qu'il existe 3 différents types. Type A, type B, type C. Donc ça, c'est une norme, la 13374. Cette typologie en fait, de garde-corps est définie en fonction notamment de la pente de la toiture. Donc on comprend bien, puisque là, on est en bas de pente. Si vous avez une toiture très pentue, vous prendrez, si vous glissez depuis le haut de la toiture, vous aurez plus d'énergie quand vous arriverez en bas de toiture. Et donc, il faudra que le garde-corps soit conçu spécifiquement pour pouvoir en fait vous retenir et vous éviter de chuter vers le bas. Donc voilà ce sur quoi je voulais insister, différents types de garde-corps. À noter aussi que pour les classes B et C, la nécessité de poser des filets de sécurité, où là c'est plus en fait pour réussir à retenir des objets, des outils qui glisseraient du toit et éviter en fait qu'ils ne tombent par terre et viennent blesser des personnes au sol. Alors, dernier point et en dernier recours, c'est l'utilisation d'équipements de protection individuels. Donc clairement, le recours à des EPI contre les chutes de hauteur peut être envisagé uniquement lorsqu'il est techniquement impossible de mettre en œuvre des équipements de protection collective. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que dès que vous utilisez des EPI, vous devez avoir la garantie qu'au moment où vous utilisez, si jamais vous glissez, que l'EPI, tout le système en fait qui caractérise l'EPI, c'est-à-dire le harnais, mais aussi la longe qui va vous raccrocher à une ligne de vie, par exemple, ou les points d'ancrage, donc que tout cet ensemble va être capable de vous retenir en cas de chute. Et il faut vraiment avoir cette garantie. Et donc pour ça, il est nécessaire, elle est très difficile en fait cette garantie à obtenir. Et pour ça, il est nécessaire en fait d'être formé au préalable à l'utilisation de l'EPI. Et puis l'EPI aussi, il doit y avoir des périodes, il doit y avoir des vérifications qui doivent être exercées, qui doivent être faites pour s'assurer que en cas de glissade, que l'EPI soit vraiment opérant. Voilà. Donc encore une fois, pour plus de détails, vous avez l'accès vers les documents de l'INRS qui relatent ce point. Alors maintenant, nous allons aborder le risque chute de hauteur lors des accès temporaires. Ça a été évoqué au départ. C'est un risque important et la meilleure façon de réduire ce risque, c'est de réduire en fait le nombre d'accès qu'on va faire sur le chantier, le nombre d'allers-retours entre le sol et le chantier en hauteur. Ensuite, en fonction de la typologie du chantier, il y a d'autres systèmes d'accès, comme des escaliers qui sont connectés à des échafaudages, qui sont préférables à utiliser à une simple échelle, mais ce n'est pas toujours possible de les utiliser, de les mettre en œuvre. Et ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on constate, c'est que les échelles sont largement utilisées pour accéder notamment aux petits chantiers d'installation photovoltaïque. Alors, une échelle reste dangereuse et vous avez ici une affiche de l'INRS où on voit une cicatrice en forme d'échelle pour témoigner en fait du risque. Donc, ne jamais travailler sur une échelle, ça c'est un point qui est important à retenir. C'est uniquement un moyen d'accès. Et puis le deuxième point, c'est une infographie de l'OPBTP à droite qui montre en fait comment positionner l'échelle, comment l'installer avec différentes règles à suivre et qu'il est important de respecter. Autre point, les échelles de toit. Donc les échelles de toit sont utilisées pour les toitures très fortement pentues. Elles permettent de créer des chemins de circulation, elles facilitent l'accès et puis elles permettent aussi de répartir le poids. Mais en aucun cas, une échelle de toit n'est un équipement de protection collectif ou individuel. Vous voyez ici, vous avez deux photos. Les personnes ne sont pas sécurisées. Si elles glissent et s'il n'y a pas d'équipement de protection en bas de pente, alors elles ne seront pas sécurisées. Donc la préconisation, c'est d'utiliser en fait ces échelles de toit en combinaison, soit avec des équipements de protection collective ou avec des équipements de protection individuelle.
Dernier point, les échelles de toit permettent de répartir le poids, le poids du travailleur, de la personne qui est dessus, sur la toiture, mais ça ne permet pas de prévenir à 100% le risque de chute à travers la toiture. En effet, si vous avez une zone de la toiture qui est vétuste sur une zone très large, alors il y a toujours un risque de passer à travers. Deuxième type de risque que je souhaite évoquer maintenant, c'est le risque électrique. Alors, je vous ai mis ici deux installations. Une en fait à gauche avec un onduleur centralisé et un type d'installation à droite avec des micro-onduleurs ou des optimiseurs. Tout ça pour introduire mon propos et dire que dans une installation photovoltaïque, vous avez deux types de courant électrique. Vous avez un circuit de courant continu et un circuit de courant alternatif. Et donc, vous avez les risques DJ qui vont avec ce type d'intensité. Et la taille, en fait, de chacun de ces circuits, en fait, dépend, en fait, du type d'onduleur que vous allez installer. Donc, il y a donc du risque électrique. Les risques, c'est un risque d'électrisation, d'électrocution ou de brûlure. En alternatif, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Les installations essentiellement raccordées au réseau en basse tension, donc à du 230 volts ou du 400 volts. Et donc, on est dans le domaine de la basse tension. Il y a des risques qui sont connus et donc je vous invite à consulter les pages du site de l'INRS qui traitent de ce type de sujet. Je voudrais en revanche prendre plus de temps et m'attarder sur le risque électrique en courant continu. Alors, la première chose à dire, c'est que les modules photovoltaïques produisent une tension dès qu'ils sont exposés à la lumière du jour et celle-ci ne peut pas être interrompue. Donc dès que vous avez une cellule photovoltaïque, un module photovoltaïque, il y a de la tension et vous ne pouvez pas l'arrêter. Deuxième chose, c'est la norme C18-510 avec deux amendements, A1 et A2, qui définit en fait tout ce qui est prévention par rapport à ce risque de courant continu, qui fait référence, et plus particulièrement, c'est le chapitre 12.9. Et dans ce que nous dit cette norme, c'est que le risque évolue en fonction de la tension. Alors la tension, c'est la tension UOC, c'est la tension aux bornes, par exemple, d'un module photovoltaïque, entre les deux polarités, entre le plus et le moins. Et ce que nous dit cette norme, c'est que si cette tension est inférieure à 60 volts, alors vous n'avez pas de risque, et qu'ensuite le risque va augmenter au-delà de 60 volts, et que le risque va être d'autant plus important que la tension est importante. Donc, les mesures qui doivent être mises en œuvre et qui sont mises en œuvre pour prévenir son risque, elles sont de deux types. La première, c'est d'utiliser des connecteurs de type EBC4. Vous avez une photo ici à droite. Et donc, qui vont permettre, en fait, de réduire le risque de contact direct entre la personne et les polarités du module photovoltaïque. Donc, ces connecteurs doivent être conformes à une norme. Ils doivent être aussi à un niveau de protection IP55 parce qu'ils sont soumis, en fait, aux intempéries, à la pluie. Mais voilà, la première mesure de prévention, c'est une mesure de prévention matérielle avec ces connecteurs qui permettent d'éviter le contact direct. Le deuxième type de mesure de prévention, ça va être lors de la mise en œuvre. Si vous connectez, si vous sertissez des connecteurs, ce type de connecteur, vous devez être formé, bien entendu. C'est un métier et ça doit être fait en bonne et due forme, selon l'état de l'art. Donc la façon de connecter ne va pas induire des risques pour vous au jour J, au moment où vous allez le faire. En revanche, un connecteur mal connecté, mal serti, peut être la source en fait d'un arc plus tard et déclencher ainsi un incendie. Donc la première chose avant de parler d'habilitation, c'est de parler bien entendu de formation et de compétences métiers pour réaliser le travail en bonne et due forme. Il existe donc deux types d'habilitation, dédiées au photovoltaïque, symbole BP et symbole BR, champ d'application photovoltaïque. Et je veux décrire dans le détail ces deux types d'habilitation. La première
un chargé d'habilitation BP, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne peut intervenir uniquement dans la phase de pause initiale d'une installation photovoltaïque, uniquement dans la phase d'installation propre. Et puis, il peut réaliser uniquement certaines opérations et pas toutes. Et cette liste d'opérations qu'il peut réaliser est exhaustive. Donc, il peut par exemple réaliser le montage et démontage de connecteurs débrochables quand la tension en fait reste inférieure à 60 volts. Donc par exemple, si vous avez un module photovoltaïque avec 2 polarités, sertir 2 connecteurs sur ces polarités-là, il peut le faire, bien entendu, si la tension ouverte du module photovoltaïque est inférieure à 60 volts. Il peut manipuler des modules dont les polarités, dont les extrémités ont été protégées par des connecteurs. Et puis, il peut les connecter. Sachant qu'en les connectant, si vous connectez en série 2 modules de 30 volts, vous allez avoir 60 volts et ainsi de suite. Donc, vous allez augmenter la tension auquel vous êtes susceptible d'être exposé. Il peut connecter des modules entre eux. En revanche, il n'a pas le droit de déconnecter un module. Et on le verra plus tard, parce qu'en termes de risque, il n'y a pas les mêmes risques si vous connectez un module ou si vous le déconnectez. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Un chargé d'habilitation BP peut également réaliser certaines opérations de maintenance sous l'autorité d'une personne habilitée symbole BR. Il peut, par exemple, nettoyer des surfaces de modules PV. Le chargé d'intervention, donc symbole BR, champ d'application photovoltaïque, lui, il peut réaliser d'autres types en fait, d'opérations. Il peut, bien sûr, diagnostiquer et dépanner des installations. Il peut, comme le BP, réaliser des opérations de connexion, mais lui peut aussi réaliser des opérations de déconnexion des modules. Il peut réaliser des opérations de montage, démontage de connecteurs non protégés, mais là, jusqu'à 750 volts. Donc la norme nous donne une deuxième limite en tension et aussi en intensité, donc 750 volts et 32 ampères en intensité. Et puis, il peut aussi réaliser la séparation et la condamnation de l'installation. Et puis, comme on l'a vu auparavant, il peut encadrer un exécutant habilité BP lors de la phase d'installation initiale de panneaux solaires. Voilà. Alors maintenant, je voulais revenir sur le fait pourquoi est-ce que le fait de déconnecter 2 connecteurs d'un module photovoltaïque, pourquoi est-ce que c'est plus dangereux que le fait de le connecter? Parce qu'au moment où vous allez ouvrir un circuit en courant continu, vous avez un risque de créer un arc électrique. Et en créant cet arc électrique, il y a un risque en fait de déclencher un incendie. Voilà. Donc alors que ce risque n'existe pas quand vous rapprochez 2 connecteurs l'un vers l'autre, donc quand vous les connectez. Les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter ce type en fait d'incendie et d'arc électrique, la première chose à penser, c'est une règle mémotechnique, c'est la règle ACDC. Il faut déjà couper en fait la charge en premier, couper la partie alternative. Ensuite, ouvrir la chaîne de courant continu par des organes qui sont prévus à cet effet. Ça peut être dans un coffret DC, ça peut être un organe qui est prévu au sein d'un onduleur. Mais en tous les cas, c'est d'ouvrir la chaîne avec des éléments qui ont été prévus pour. Troisième point, c'est vérifier l'absence de défaut électrique sur la chaîne. Quatrième point, réaliser une mesure d'intensité au préalable pour s'assurer qu'il n'y a bien aucun courant qui circule dans la chaîne de courant continu. Alors, ce tableau fait un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire par rapport aux risques en courant continu, avec des situations du haut vers le bas qui sont de plus en plus dangereuses. Donc, j'ai juste pris quelques exemples. Donc, un premier exemple en haut, travailler hors tension. Par exemple, sertir un connecteur photovoltaïque DC sur un câble dont l'autre extrémité n'est pas connectée. Vous n'avez aucune tension et bien entendu, le risque électrique est nul. Ensuite, le deuxième palier, c'est travailler sous une tension inférieure à 60 volts. Donc, sertir un connecteur
sur un module photovoltaïque, sur un câble photovoltaïque, donc à l'extrémité d'une polarité, tant que vous êtes à 60 volts, le danger reste faible. Et bien entendu que l'autre polarité du module photovoltaïque n'est pas connectée à d'autres panneaux. Et puis il y a un troisième domaine où la tension est comprise entre 60 et 750 volts, avec une limitation aussi à 32 ampères en intensité, où là vous pouvez être dans cette situation-là et aussi avoir une graduation dans le risque. Typiquement, quand vous connectez des panneaux pré-câblés les uns aux autres, vous allez être au-dessus de 60 volts si vous les connectez en série. Et le risque est modéré. Le risque est plus faible que si vous débranchez une connexion. Donc on l'a vu, en raison de ce risque de déclenchement d'un arc électrique. Et puis, en dernier exemple, j'ai pris comme exemple en fait, d'intervenir sur une chaîne endommagée où là, bien entendu, le risque est majeur et doit faire l'œuvre d'une évaluation très spécifique et très détaillée. Dernier point par rapport au risque électrique, c'est le risque en fait dû au travail à proximité des lignes aériennes de distribution. Je vous ai mis ici une photo avec une installation photovoltaïque sur une toiture résidentielle. Avec, on voit une ligne aérienne de distribution. Donc dans ce cas-là, c'est une ligne basse tension. C'est la ligne en fait qui alimente la maison elle-même. Ces lignes basse tension en fait sont protégées avec un isolant. Néanmoins, il est tout à fait déconseillé de toucher, de rentrer en contact avec cet isolant. Pourquoi? Parce qu'il peut être dégradé au cours du temps sous l'effet des ultraviolets du soleil. Et donc, voilà, c'est le premier conseil en fait, que je souhaitais ici vous donner. Par rapport aux lignes haute tension, donc de tension inférieure à 50 kV, vous avez la référence d'une documentation de l'INRS en bas que vous pouvez consulter. Ce qu'il faut savoir, en gros, voilà, pas d'activité à moins de 3 mètres. Et si c'est le cas, alors il faut le protéger en isolant ou en mettant hors tension la ligne. Et entre 3 et 50 mètres, il faut réaliser une évaluation du risque électrique. Mais pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation de l'INRS. Voilà, troisième type de risque. Maintenant, on va parler des risques liés à la manutention manuelle des modules. Et c'est lié aux contraintes posturales qui peuvent être contraignantes lors de l'installation des modules. Alors pour illustrer mon propos, vous avez ici des photos. À gauche, 2 photos de personnes donc, qui portent des modules photovoltaïques sur le toit. Et à droite, 2 personnes qui posent, en fait, qui fixent, qui raccordent des modules sur le toit ou qui les fixent à l'aide d'une visseuse et des étriers de façon à ce que les modules soient fixés à la toiture. Bon, les effets à ce type d'activité sont identiques. Ça peut être des TMS ou des lombalgies. En revanche, dans les moyens de prévention ou les mesures de prévention à prendre, elles sont différentes. Alors, pour le port des panneaux, les panneaux sont de plus en plus lourds. Ça, c'est ce qu'on observe dans l'évolution du marché. Les fabricants ont tendance à faire des panneaux de plus en plus encombrants pour avoir de plus en plus de puissance. Et donc, le conseil, c'est de le porter à 2. Et ça permettra en fait de le faire en toute sécurité, sachant que cette augmentation du poids, cette tendance, elle a tendance aussi à se vérifier. On voit apparaître aujourd'hui des modules qui sont bifaciaux, donc avec 2 plaques de verre, et donc qui sont plus lourds. Par rapport aux contraintes posturales contraignantes, donc la préconisation, c'est d'essayer de s'organiser pour varier les positions et pour ne pas faire le même geste répétitif trop souvent et trop longtemps. Vous avez également un renvoi vers une référence de l'INRS qui traite de ce sujet.
Une slide pour donc parler de l'approvisionnement manuel des panneaux solaires. Donc pour les monter sur le toit, vous avez ici 2 photos qui parlent d'elles-mêmes. Donc c'est tout à fait humainement possible de prendre un module photovoltaïque sur son dos et de le monter à l'échelle. C'est aussi extrêmement dangereux. Et puis aussi pour des maisons d'habitation où la hauteur sous le chéneau est de quelques mètres, c'est tout à fait possible de se passer les modules manuellement. Mais c'est aussi dangereux, notamment pour la personne qui est en haut, et le risque de chute de hauteur est important. Donc ces façons de faire sont à proscrire, car elles conduisent à des situations dangereuses. Ce qu'il faut faire, donc ça dépend bien entendu du type de chantier sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez pour une petite installation dans le résidentiel avec des maisons où il y a peu, où l'environnement autour, il y a des jardins, ça ne va pas être possible d'y accéder avec un chariot télescopique, par exemple. Donc, il existe des solutions de type monte-charge spécifiques pour les panneaux solaires ou des systèmes de potence avec un treuil sur un échafaudage qui peuvent être tout à fait adaptés à ce type d'environnement. Et puis, pour des installations plus grandes, sur des bâtiments plus importants, sur lesquels vous avez la possibilité de circuler autour, l'utilisation d'un télescopique, comme le montre l'image à droite, peut être tout à fait adaptée et donc de monter en fait la totalité de la palette sur le toit. Bien entendu, l'utilisation des télescopiques ou de chariots élévateurs nécessite en fait les CACES adaptés. Dernier type de risque, les risques qui sont liés au fait que l'installation photovoltaïque est une activité extérieure. Alors, 3 types de conditions. Je voudrais commencer par le vent, tout d'abord. Un module photovoltaïque, ça a une surface d'environ 2 mètres carrés, donc ça a une prise au vent importante. Et donc, le port des modules, le transport des modules sur le toit, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'il y a du vent, c'est une situation qui peut être dangereuse. Les intempéries jouent aussi un rôle très important, bien entendu. S'il pleut, la toiture est humide et donc ça augmente le risque de glissade. Et puis le dernier point, c'est les risques liés en fait au rayonnement du soleil. Donc je voudrais distinguer 2 types de rayonnement du soleil. Le rayonnement infrarouge, donc qui va produire de la chaleur. Les effets, en fait, les risques pour les personnes, c'est le coup de chaleur, hein, c'est l'hyperthermie, déshydratation, mais ça peut être aussi, ça augmente la fatigue, ça peut conduire à un malaise, et donc avoir un malaise sur une toiture, eh bien entendu, ça peut conduire à un risque de chute de hauteur. Il peut y avoir des effets, des risques de brûlure par contact, si les modules ont été trop longtemps exposés au soleil. On peut se brûler en les manipulant et d'où il convient donc de porter des gants. Ça, c'est important parce que l'effet du soleil, parce qu'avec l'effet du réchauffement climatique, on sait qu'on aura des phases de canicule qui seront de plus en plus longues, de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc ce risque-là est vraiment important à prendre en compte. Et puis le soleil émet aussi des ultraviolets. Et ces rayonnements ultraviolets peuvent endommager les cellules vivantes. Et donc là, il y a des risques spécifiques pour les yeux et la peau, avec comme manifestation la possibilité d'érythème, des coups de soleil, ou de façon plus grave, des cancers de la peau, des mélanomes ou des carcinomes. Par rapport aux mesures de prévention, je vous ai mis ici des liens pour les UV par rapport à la chaleur, qui renvoie en fait vers des documents qui listent des mesures de prévention par rapport à ces risques-là. Voilà, dernière slide par rapport aux risques. Il n'a pas été possible d'évoquer l'ensemble des risques et il y en a quelques autres que je voulais évoquer assez rapidement. La première chose, c'est le cas de l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures amiantées. Donc il y a une forte recommandation au désamiantage préalable. Et je tiens à rappeler que l'amiante est la première cause de mortalité suite à une maladie professionnelle aujourd'hui en France. Donc désamianter, bien entendu, c'est fortement recommandé.
Néanmoins, c'est possible de ne pas désamianter, et si une installation se fait, alors elle doit se faire conformément au champ de la réglementation. Donc je vous ai mis le numéro de l'article du Code du travail qui encadre en fait ce type de travaux. Autre type de risque, très souvent les installateurs photovoltaïques utilisent des machines portatives sur le toit pour découper par exemple des éléments de fixation, pour découper des tuiles. Donc ils sont exposés à tout un ensemble de nuisances, du bruit, des vibrations, mais aussi des poussières de silice cristalline. Et donc, pour prédire ce type de risque, eh bien, la première chose à faire, c'est essayer de choisir des machines qui sont moins exposantes. Donc le choix de la machine est important. Et ensuite, bien entendu, d'utiliser les EPI adéquates, comme des gants, des casques et ainsi de suite. Troisième type de risque, très souvent, en fait, où ça arrive de plus en plus souvent, où sous une toiture, les installateurs vont déranger un nid de guêpe ou un nid de frelon, et donc il y a un risque de piqûre. Et dans ce cas-là, en fait, c'est en cas de piqûre de surveiller et de consulter un médecin s'il y a une réaction permanente. Dernier point, et qui est très important, on a revu ensemble en fait tout un ensemble de risques. Cette liste en fait n'est pas exhaustive. Et donc il est important de rappeler que chaque chantier, chaque type d'implantation photovoltaïque a ses spécificités. Et pour chaque chantier, il convient donc de réaliser une évaluation des risques spécifiques pour identifier telle ou telle particularité propre à ce chantier-là. Voilà, je vais conclure. Alors, la pose et la maintenance d'installations photovoltaïques sont des travaux physiques extérieurs en hauteur et d'ordre électrique. Et donc, de là, en découlent en fait les principaux risques auxquels sont exposées les personnes qui interviennent pour ce type de travaux. Je voudrais insister donc une nouvelle fois sur le fait que l'évaluation des risques doit être réalisée spécifiquement pour chaque chantier. Et puis insister aussi également encore une fois sur l'importance de prévoir, donc d'organiser, de planifier les travaux et de prévoir le plus en amont possible toutes les mesures de prévention qui devront être mises en œuvre. Voilà, j'en arrive à la fin du webinaire et je tenais à remercier les personnes qui m'ont aidé à le préparer, notamment mes collègues experts de l'INRS, des personnes d'ECARSAT, de l'OPBTP ainsi que du GMPV. Si des questions subsistent, alors vous pouvez nous les envoyer. Vous avez ici la procédure pour le faire et nous serons ravis de pouvoir y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Le webinaire sera disponible en replay et je vous souhaite une très bonne journée.